lors de la présidentielle de 2018. Vous étiez le plus jeune candidat, vous étiez arrivé troisième. Vous rêviez alors d'être le Macron camerounais. Est-ce toujours le cas? Je rêve toujours d'être élu président de la République du Cameroun. Donc, en 2025, je vais solliciter à nouveau mes compatriotes pour qu'ils me fassent confiance. Et pour ce faire, je suis porteur d'un projet de société, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est inscrit dans un texte intitulé « Manifeste de la rupture et du progrès, ce que j'ai vu ». Ce que j'ai vu. À première vue, ça pourrait laisser penser à un travail descriptif. Non. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vais faire du Cameroun, si mes compatriotes me font confiance. Donc vous êtes officiellement candidat pour 2025. L'intention de candidater est certaine. Maintenant, je suis le président d'une organisation qui est gouvernée par des règles, par des statuts, un règlement intérieur et des modalités de choix et de désignation de candidats. Donc, sauf à avoir un ou des concurrents au sein de ma formation politique, ma candidature ne fait donc l'objet en ce moment d'aucun doute. Est-ce que vous serez prêt à vous unir avec Maurice Kamto, par exemple, pour battre le candidat du RDPC, le parti de Paul Biya? La coalition, aujourd'hui, est une attente pressante du peuple camerounais. En ce qui me concerne, déjà en 2018, vous avez évoqué tout à l'heure que j'étais candidat, j'avais proposé à l'époque des primaires de l'opposition. N'ayant pas été suivi par mes concurrents, j'ai même proposé le tirage au sort. Parce que je reste convaincu, et je ne suis pas le seul, qu'il est toujours préférable de se mettre ensemble, de mutualiser nos forces, et ça augmente nos chances de victoire. Moi, je propose permanemment deux choses. Premièrement, qu'on puisse véritablement se mettre ensemble derrière un projet. Il faut donc qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on convienne d'une offre que nous allons présenter aux Camerounais. À défaut de cela, il faut qu'au moins nous puissions travailler sur un projet d'action commune. La question cruciale étant celle de la surveillance du vote. On ne va pas revenir sur la sophistication de la fraude électorale au Cameroun. Nous avons d'ailleurs à ce propos, ensemble, avec cette partie politique, y compris le nôtre, proposé en 2023 un code électoral alternatif, dont jusqu'ici le pouvoir n'a pas voulu. Mais à défaut donc de pouvoir s'unir autour d'une candidature, il faut au moins que nous puissions avoir une coalition d'action. Je nourris le ferme et profond espoir que ma voix sera entendue par mes compatriotes leaders de l'opposition. Et justement, est-ce que c'est pertinent d'y aller dans ces conditions? Est-ce que ce scrutin n'est pas joué d'avance? Non, mais absolument pas. Le scrutin n'est pas joué d'avance. Cela participe un peu de la vulgarité répandue et ça consolide l'impuissance apprise. Absolument pas. D'abord, sur la question de la coalition, il faut faire attention. La multiplicité des candidatures n'a jamais vraiment provoqué ou entraîné l'émiettement des suffrages. De 1992, première élection multipartiste, à 2018, élection à laquelle j'ai moi-même participé, vous l'avez relevé, on s'est toujours rendu compte que les trois premiers, donc le gagnant, le second et le troisième, le deuxième et le troisième, remportaient à chaque fois plus de 95% des suffrages. Donc, la coalition qu'on attend en réalité concerne 2, 3, voire 4 leaders politiques. La deuxième chose, c'est que le peuple camerounais est en train de se réveiller. Je suis moi-même l'initiateur en 2017 du mouvement 11 millions d'inscrits qui est devenu 11 millions de citoyens parce que nous sommes quand même au Cameroun environ 15 millions de personnes en âge de voter et on n'a jusqu'ici jamais atteint les 8 millions. Cap qui vient donc d'être franchi en août 2024. Et il nous reste 6 mois d'inscription sur les listes électorales en 2025. Donc nous pourrions très bien nous rapprocher des 11 millions, du moins tel est notre souhait. Donc ce peuple qui se réveille, qui sort donc de l'endormissement, de la résignation et qui prend à nouveau conscience du pouvoir qu'il y a dans le bulletin de vote, ce peuple est en train de se relever, en train de se réveiller. Il appartient maintenant à ce même peuple, d'abord, de voter massivement, puis de s'impliquer bénévolement, si besoin est, à surveiller le vote pour faire barrage à la sophistication de la fraude, afin que seule sa volonté, la volonté du peuple, prévale. Alors l'actualité du Cameroun, c'est aussi Ramon Kota. L'influenceur est en détention. Selon son avocat, il a subi des tortures. On pense aussi à l'assassinat du journaliste Martinez Zongo. Le procès est en cours. Comment décrivez-vous l'état de la liberté d'expression dans votre pays?
C'est mi-figue, mi-raisin. On est un peu dans une sorte de miroir aux alouettes. Le Cameroun a ratifié tous les textes, hein, que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tous les autres, enfin, toute la batterie de textes internationaux, la Constitution, tout est consacré. Mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Notre démocratie, malheureusement, souffre de ce que nous on appelle la bordélisation de l'État. Peut-être cela est-il lié à la longévité excessive d'un pouvoir qui est là depuis 40 ans. Hein. Le président actuel, il est arrivé au pouvoir, j'avais 2 ans. J'ai été candidat face à lui en 2018 et peut-être encore en 2025. Donc, une telle longévité a forcément consacré une forme de dérive. Et il y a donc des gens qui se comportent comme si tout leur était permis. Le parti politique que je dirige vient de sortir là d'une longue affaire judiciaire, simplement parce que nous subissions depuis décembre dernier, lorsque notre congrès ordinaire a été interdit, nous sortons d'une persécution incroyable. Nous espérons qu'elle va s'arrêter. Donc les persécutions, elles existent. Les dérives, elles existent. Donc tous ceux qui doivent porter une parole alternative, tous ceux qui militent pour le changement, tous ceux qui osent critiquer, ils doivent faire attention. Mais le pays ne se résume pas à la poignée d'individus qui fait tout et n'importe quoi, qui saborde des institutions. Dans ce livre, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons remporté une victoire judiciaire. Oui. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a encore, heureusement, des gens qui croient en l'État. Et c'est ce que vous proposez dans votre livre, la réforme de la justice, la lutte contre la corruption, l'éducation, l'emploi, la sécurité également. Les violences continuent dans la région anglophone du Nord-Ouest. Qu'est-ce que vous proposez pour stabiliser la région? 2 choses. D'abord, que l'on continue à dialoguer et à se parler. J'ai moi-même fait partie en 2019 du grand dialogue national. Les guerres se terminent toujours par des accords de paix. Et pour qu'il y ait un accord, il faut que nous soyons plus d'une personne à discuter. Donc, nous proposons, nous au PCRN, qu'il y ait, au besoin, d'autres grands dialogues nationaux, que l'on continue à se parler en diversifiant d'ailleurs les acteurs qui se parlent. On peut espérer qu'au bout de tout cela, on dessine les contours de la paix. Deuxième chose, il faut des réformes structurelles. Nous le proposons très clairement dans l'ouvrage. Avec la décentralisation communautaire, nous restons convaincus que c'est une solution durable pour la paix. Il faut réformer l'État. Nous sommes pour le fédéralisme. Un pays comme le Cameroun, qui est un pays de diversité, ne peut à la vérité être gouverné efficacement qu'en se fondant, qu'en se basant, en se fixant sur la doctrine fédéraliste. C'est ce que vous proposiez dans votre et c'est ce que nous proposons, le fédéralisme des communautés qui, nous l'espérons, renverra cette guerre des Merci. Cabral Libye, je rappelle que vous êtes député camerounais et président du PCRN et vous venez de publier Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès. Merci à vous.